Donc, nous sommes heureux de recevoir le professeur Jorge Flores Aranda, qui est professeur à l'école de travail social et qui est titulaire de la chaire de recherche du Canada TRADIS, qui veut dire trajectoire, diversité, substance. Et il va nous parler de la recherche communautaire comme réponse à l'injustice épistémique vécue par les personnes de la diversité sexuelle et de genre, qui est un sujet tout à fait d'actualité. Et en plus, aujourd'hui, le 27 janvier, enfin nous sommes le 25, mais dans 2 jours, l'UNESCO va fêter la journée internationale qui marque la libération du camp d'Auschwitz. Et comme vous le savez, ce camp d'extermination horrible ne contenait pas simplement des juifs, mais aussi des personnes handicapées, des prisonniers politiques et des personnes de la diversité sexuelle et de genre. Donc, la justice épistémique va plus loin encore que nous le pensons en ces années, soi-disant, de progrès, d'encouragement. Alors, la conférence du professeur Jorge s'insère dans le contexte de nos séminaires, dans le thème général, et d'étudier les interactions, les enjeux entre société et science. Et surtout cette année, nous avons décidé de resserrer notre regard ou nos interrogations sur les débats, sur les discussions, sur la méfiance que la société désormais reproche à la science ou aux scientifiques, comme vous voulez. Alors, donc j'ai parlé de cette journée internationale. Je devrais... ah oui, alors c'est le moment de la publicité, de la pub. Pendant ce temps, les gens peuvent se laver les mains. Alors, je vous annonce, c'est mis dans notre site, la publication des cahiers verbatim, volume 8, où il y a la sélection, parce que pas tout le monde nous a donné son texte, avec donc comme collaborateurs Marc Angenot, Madame Lavallée, Monsieur Marie-Josée Lavallée, Monsieur Omer Moussali, Jean-Marc Narbonne et Séverin Yapo. On parlait des postes tout à l'heure. J'ai mis à la poste tout ça, mais tous ces exemplaires, mais il paraît que parce que Séverin Yapo est au Nigeria, au Congo, enfin, monde d'accès, que ça allait mettre 2 ans, non, pas 2 ans, mais 2 semaines pour qu'ils reçoivent le courrier. Je vous signale aussi le bel article, le bel interview que M. Gaufreau m'a fait à l'occasion de la parution de mon petit livre de souvenirs de mon trajet intellectuel. Et M. Gaufreau, l'interview a paru dans UQAM Actualité, dans le bulletin de l'IEM, et le livre, soudainement comme s'allume la lumière, c'est une citation de Platon d'ailleurs, peut se trouver à Amazon. Je crois que Ida a mis les liens à l'extérieur, sur le chat. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore comme dernier? Je rappelle que la prochaine séance, ce sera
ce sera le tour le tour de... Et de Moschel, professeur. Merci. Oui. Enfin, on vous invitera comme à l'accoutumée. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est ça qui m'a troublé un petit peu, que vous rappelez que l'enregistrement des premières séances, c'est-à-dire des 4 séances que nous avons eues à la première session, c'est-à-dire de M. Simard, de M. Gingras, d'Elisabeth Kane et de Martin Gibert, sont disponibles en ligne à notre site, sur notre site, et aussi dans la chaîne YouTube de l'IEIM. Alors voilà, j'ai fini de réchauffer la salle et il est temps de commencer. Alors à toi, ma chère Ida, pour présenter notre sympathique invité. Est-ce que je peux me permettre, puisque je suis quand même d'âge canonique, votre, votre photo est très jolie, mais vous êtes même mieux maintenant en personne que sur la photo. Vous êtes... Très gentil, merci. Alors voilà, vas-y Ida. Oui, merci Josiane. Merci Georges pour être parmi nous aujourd'hui. Je vais commencer par te présenter. Donc, je vais prononcer ton nom à la française parce que j'ai quelques problèmes avec la bonne prononciation que je devrais avoir. Donc, je vais être plus crédible en français. Georges Floriranda, notre conférencier d'aujourd'hui, est professeur à l'École de travail social de l'Université du Québec à Montréal. Il est titulaire de la chaire de recherche du Canada TRADIS, Trajectoire Diversité Substance, et il est également chercheur régulier à l'Institut universitaire sur les dépendances, au regroupement Recherche et Intervention sur les substances psychoactives Québec RISQ, et au Centre de recherche Charles-Lemoine. Il s'intéresse aux liens entre la consommation de substances et la sexualité, aux problématiques sociales vécues par différentes populations, dont les personnes de la diversité sexuelle et de genre, et les populations en situation d'itinérance. Il se penche également sur les recours aux nouvelles technologies dans les interventions sociales. Dans le cadre de ces projets, il travaille en étroite collaboration avec les milieux de pratique, particulièrement des organisations communautaires. Avant de lui donner la parole, j'aimerais signaler également un des projets sur lesquels le professeur Georges Floriranda travaille en ce moment avec son équipe, PMP dans la diversité. C'est une étude de grande envergure qui vise à mieux comprendre la consommation de crystal meth parmi les hommes de la diversité, les hommes cis et trans, des communautés LGBTQ+. L'équipe de PMP de la diversité est actuellement à la recherche des participantes pour réaliser des interviews en présence ou à distance, en français ou en anglais, d'une durée entre 60 et 90 minutes, afin de mieux comprendre les besoins des hommes de la diversité sexuelle et de genre consommant ou ayant consommé de la méthamphétamine, et de développer des services et des programmes mieux adaptés à ces communautés. Pour avoir plus d'informations, vous pouvez consulter la fiche qui apparaîtra bientôt dans la fenêtre des conversations et aussi à la fin de notre séance d'aujourd'hui. Et vous pouvez également consulter la page web et Facebook de la chaire Tradis. Pour revenir à la présentation d'aujourd'hui, dans la conférence de cet après-midi, à partir de son expérience de recherche communautaire sur le VIH et de son application dans d'autres domaines d'études, dont celui de la dépendance, le professeur Georges Floriranda nous présentera la recherche communautaire comme réponse à l'injustice épistémique vécue par les personnes de la diversité sexuelle et de genre. Excuse-moi, Ida, mais comme tu fais double emploi, on vient de m'avertir dans un message texto que le lien secret ne fonctionne pas. Le code 622-91. Normalement, ça fonctionne, parce que sinon, les Ben, je vais m'en occuper. ou peut-être vous pouvez m'envoyer le courriel de cette personne et je vais m'en occuper tantôt. C'est un texto, je ne sais pas comment. Non. Je vais m'en occuper. Excusez-moi. D'accord, merci. Oui,
Donc, je disais, donc, le professeur Georges Floriranda nous présentera la recherche communautaire comme réponse à l'injustice épistémique vécue par les personnes de la diversité sexuelle et des genres. Cette présentation se penchera sur la façon dont la recherche communautaire, une des approches de la recherche participative, peut constituer un outil pour favoriser une certaine justice épistémique. La présentation portera également sur les défis liés à cette approche et sur les stratégies pour y faire face. Donc, sans plus tarder, je donne alors la parole à notre conférencier. Georges, tu disposes d'environ 30 minutes, puis je donnerai la parole au professeur Yves Couture, qui te posera des questions pour ouvrir le débat, et après on aura toute la discussion avec la salle. Merci. Georges, à toi la parole. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation, Madame Ayoub. Merci pour la présentation aussi. Merci, Ida. Je suis très content d'être ici avec vous aujourd'hui. Et je suis très content également de partager sur ces sujets sur lesquels je travaille depuis plusieurs années. Donc, je vais partager l'écran pour vous montrer le PowerPoint de la présentation. Donc, voici ce qu'il y a dans le menu pour aujourd'hui. Donc, je vais parler de qui je suis, mais pas dans les mêmes paroles qu'Ida m'a présentées, mais plus je voudrais dire un peu quel est mon parcours et comment ce parcours a façonné un peu ma façon de travailler, ma façon de faire de la recherche aujourd'hui. Et ensuite, on passera à parler plus d'injustice épistémique en lien avec les personnes à liberté sexuelle et des genres en particulier. Et ensuite, on parlera des recherches communautaires et plus particulièrement de l'exemple du projet monboss.ca, qui est un projet sur lequel je vous parlerai, mais qui est un projet de recherche communautaire que j'ai trouvé intéressant à vous partager parce que c'est vraiment un exemple de la façon dont on a tenu compte en fait des savoirs de la communauté pour faire face justement aux injustices épistémiques, et on finira pour parler de quelques défis associés à la recherche communautaire, mais aussi à la façon de faire face à ces injustices épistémiques. Donc, qui je suis? Donc, j'ai mis quelques photos ici. Les photos en haut sont des vieilles photos du milieu des années 90. En fait, plus particulièrement, c'est des photos qui datent de 1995. J'avais 20 ans. Et c'était la première manifestation pour fêter en fait la fierté LGBTQ+ à Lima, au Pérou. Donc c'était en 1995, comme je vous disais, c'était la première fois qu'on organisait. C'était le mouvement homosexuel de Lima, où je militais à l'époque, qui avait organisé cette première manifestation pour la fierté LGBTQ+. Alors, il faut dire que c'était les années 90, c'était la dictature de Fujimori au Pérou, donc c'était peut-être pas très sécuritaire de faire ce type de manifestation, mais personnellement, je n'étais pas très conscient. Je vous disais, j'avais 20 ans. Et donc, par la suite, je suis arrivé au Canada à la fin des années 90. Donc, c'est pour ça que j'ai mis le titre de cette diapo, des militants enragés à chercheurs engagés. Donc, ceux et celles qui me connaissent savent que je ne suis pas très enragé en réalité dans la vie. Donc, je voulais simplement chercher un mot qui rimait avec engagé. J'ai trouvé qu'enragé était bien pour parler des militantisme. Et ensuite, en arrivant ici au Québec, j'ai commencé à travailler surtout en lien avec les chercheurs qui travaillaient dans la prévention du VIH et d'autres infections transmissibles sexuellement et par le sang. Et donc, j'ai rapidement eu la chance, en fait, d'être impliqué en tant qu'assistant des recherches dans des équipes qui travaillaient sur cette question-là, notamment l'équipe de la cohorte Omega, qui était une cohorte qui a duré 5 ans à l'époque. Et de fil en aiguille, par la suite, en fait, je me suis intéressé à la façon dont on faisait la recherche avec les personnes de la communauté. Et en faisant mes études, j'ai par la suite développé d'autres intérêts en lien avec la dépendance et la consommation sexualisée des substances. Vous avez peut-être entendu parler le terme chemsex, qui est la contraction de chemical et sexe, donc la consommation dans un but de
prolonger ou intensifier les relations sexuelles. Et par la suite, j'avais développé une programmation de recherche en lien avec cette thématique-là. Donc, mais toujours en ayant le souci d'intégrer le point de vue de la communauté, intégrant le point de vue des personnes qui sont concernées par la problématique à l'étude. Et c'est aussi cette préoccupation-là qui m'a amené, entre autres, à développer en collaboration avec plusieurs collègues et aussi avec l'organisme communautaire Réseau, la plateforme monboss.ca, qui est une plateforme de détection de la consommation problématique et aussi d'intervention brève en ligne, mais dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc, toutes ces expériences de vie et de recherche ont façonné un peu la façon dont je travaille aujourd'hui, la façon dont je fais de la recherche, mais évidemment ont façonné aussi euh, l'intérêt que j'ai pour intégrer le point de vue de la communauté ou des communautés dans les projets que je mène. Donc, c'est sûr que je suis tenté par cette vision de la recherche. Donc, pour ce qui est de l'injustice épistémique et les personnes de la diversité sexuelle et des genres. Juste pour clarifier, on parle de diversité sexuelle et des genres, on parle aussi des personnes évidemment des communautés LGBTQ, de S+. Donc, vous savez, sans doute remarqué que l'acronyme, il s'allonge de plus en plus et on parle de plus en plus aussi de d'autres populations qui étaient parfois euh, invisibilisées dans les acronymes. Et donc, pour faire un peu plus simple, par diversité sexuelle, des pluralités des genres. Mais ça implique en fait de parler des orientations sexuelles qui sont différentes de l'orientation hétérosexuelle et des identités des genres qui peuvent être multiples par des personnes cisgenres, donc des personnes qui, on peut parler par exemple, lorsqu'on parle des identités des genres, des personnes cisgenres, c'est-à-dire des personnes qui s'identifient au sexe qui leur a été attribué à la naissance, et des personnes transgenres, donc qui ont une identité différente de celle qui leur a été assignée à la naissance. Et cette identité ou ces identités ne sont pas nécessairement fixes dans le temps, elles peuvent être aussi dynamiques, mais aussi on peut voir que ces identités peuvent s'exprimer de façon différente. Ce qui est intéressant de savoir en lien avec les injustices épistémiques, c'est que plusieurs études, en fait, la plupart des études qui abordent cette question-là ne définissent pas et n'opérationnalisent pas de la même façon l'orientation sexuelle et les identités des genres. Donc déjà, lorsqu'on veut documenter un phénomène social qui touche les personnes de la diversité sexuelle, par exemple, on se retrouve avec les difficultés de composer avec des définitions qui sont utilisées différemment ou avec une opérationnalisation qui est faite de façon différente. Par exemple, lorsqu'on parle des études en VIH, par exemple, on va surtout parler d'un comportement. On va dire, par exemple, les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, qui sont évidemment la population la plus touchée par le VIH en Occident. Mais donc, on va tenir compte du comportement. Donc, on ne va pas tenir compte de l'identité ni de l'expression, par exemple, de ces identités-là. Donc, déjà, c'est donc un élément à tenir compte. Dans les études, on ne va pas définir de la même façon les orientations sexuelles ni les identités des genres, et on ne va pas les opérationnaliser de la même façon. Donc, déjà, ça, c'est une partie, un obstacle pour documenter certaines réalités, certains phénomènes qui touchent les personnes de la diversité. J'ai pris en fait la définition de Fricker concernant la justice épistémique. Donc, la personne parle d'un justice herméneutique, notamment la capacité qu'on a de rendre compte de nos propres expériences, comment on peut réfléchir à nos propres expériences et les verbaliser, et les injustices donc des témoignages, donc notre capacité à transmettre ses connaissances et ses savoirs. Puis j'ai trouvé intéressant aussi le complément que Masson apporte à cette définition de sa justice épistémique, notamment que ces relations, ces répertoires herméneutiques sont parfois hiérarchisés. Donc parfois, même si nous, comme communauté, on a une capacité de rendre compte de nos expériences, de nos savoirs, parfois, lorsque on les communique, on ne va pas les comprendre de la même façon, ou on va parfois à valider cette connaissance-là, puisqu'il ne se trouve pas au même niveau hiérarchique non plus en termes des connaissances. Il y a un ouvrage intéressant de Dérivant qui date déjà de plus de 20 ans, mais qui est intéressant quand même pour comprendre comment
les personnes de différentes orientations sexuelles ont été, leur connaissance a été invalidée, mais aussi elles ont été reléguées. On parle de la médecine, vous l'avez vu aussi dans le résumé de la présentation qui faisait partie de l'invitation pour la conférence d'aujourd'hui. Jusqu'à tout récemment, en fait, l'homosexualité était considérée comme une maladie par l'Association de la psychiatrie américaine, donc on l'a enlevé du DSM, donc le fameux diagnostic, le fameux manuel de diagnostic de maladies, des troubles mentaux. Donc, ça ne date pas d'aussi longtemps, donc on a considéré l'homosexualité comme une maladie. La loi, vous l'avez vu aussi dans plusieurs pays, l'homosexualité, elle est pénalisée, parfois par plusieurs années de prison, parfois même avec la peine de mort. Et évidemment, il y a aussi la religion qui a aussi tenter la vision qu'on a des différentes orientations sexuelles comme étant de quelque chose qui s'éloigne donc de ce que les religions prescrivent. Donc, on a des grandes institutions qui, pendant très longtemps, ont en quelque sorte euh, mis à l'écart certaines populations. Et là, on parle uniquement, par exemple, si on parle de la médecine, on parle uniquement d'homosexualité. Mais on a parlé aussi des dysphories des genres pour parler des personnes trans aussi également. Euh, donc, on voit à quel point le poids de certaines connaissances très pressantes et dont la réputation est très élevée, comment ces institutions ont aussi maintenu à l'écart autant les populations de la diversité sexuelle et des genres, mais aussi ont validé toutes les connaissances concernant cette population-là qui ne touchait pas ce qui était prescrit, donc ce qui était vu comme, par exemple, si on parle des études concernant la diversité sexuelle dans les années 60, souvent il y avait aussi, donc il s'était tenté aussi par cette vision donc, des orientations sexuelles qui était donnée par le DSM. Donc on voit à quel point aussi, jusqu'à tout récemment, on a vécu dans des connaissances et dans des environnements où les connaissances en lien avec les différentes orientations sexuelles ont été quand même biaisées. Et on voit, je parle de l'état de santé des personnes à la diversité sexuelle parce qu'il n'est pas étonnant. Donc, on se penche beaucoup en santé publique ou dans d'autres disciplines sur les différents problèmes de santé auxquels les personnes de la diversité sexuelle et les gens font face. On sait que, par exemple, il y a plus donc, des difficultés associées à la santé mentale parmi les personnes de la diversité. Ils sont davantage un risque de suicide, plus d'utilisation de substances, plus des risques d'être en situation d'itinérance et aussi plus des risques de contracter le VIH et d'autres infections transmissibles sexuellement, notamment chez les hommes gays et les hommes bisexuels. Et on se dit, mais pourquoi il y a autant donc d'inégalités? Et je pense que la diapo précédente explique en partie aussi cette situation difficile. Mais d'autres disciplines vont également parler des conséquences, comme par exemple le stress des minorités, qui est une théorie très utilisée pour expliquer à quel point la santé des personnes à la diversité sexuelle aujourd'hui est moins élevée que celle du reste de la société. Donc, le stress de minorité implique que le fait d'être une population minoritaire fait en sorte qu'on vit plus de stress chronique et ce stress chronique nous met à risque donc de développer d'autres enjeux de santé. Il y a également le fait qu'on vit dans une société qui est très hétéronormative et très cisnormative. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'on accorde plus de poids, plus d'importance à l'hétérosexualité ou à l'identité cisgenre. Je vous donne un exemple très banal. Vous avez reçu sans doute souvent des téléphones de publicité et on vous demande est-ce que monsieur ou madame Antel est dans la maison. Par exemple, ici, on m'appelle et me dit est-ce que monsieur ou madame Flores est dans la maison. Donc, on présume déjà qu'on est dans une relation hétérosexuelle. Donc, ces attitudes reflètent une certaine hétéronormativité. Donc, la société norme. Les formulaires qu'on doit remplir, par exemple, pour faire n'importe quelle démarche.
on va souvent mettre, mais maintenant c'est moins le cas, mais on va mettre conjoint, conjointe. Et donc, on va souvent invisibiliser aussi les relations donc, des personnes du même sexe. Euh, on parle aussi des déterminants sociaux de la santé, par exemple, les personnes de la diversité, parfois justement en raison du stress des minorités ou en raison d'autres difficultés, ils vont avoir ils vont se retrouver dans des situations qui vont les mettre à risque pour développer certains problèmes de santé. Donc évidemment aussi, si on le regarde avec une lentille, plus intersectionnelle, on sait que les personnes de la diversité vont elles aussi faire face à des multiples facteurs de pression, ce qui les rend évidemment plus susceptibles de, avoir des difficultés, qui peuvent les mener, que ce soit à l'itinérance, à la consommation, et cetera. Donc les personnes de la diversité peuvent aussi se retrouver à l'intersection des différentes catégories sociales stigmatisées, que ce soit pour des questions de genre, d'origine culturelle, d'orientation sexuelle, etc. Et ces différentes identités vont s'inter-influencer. Et donc, certains facteurs plus extérieurs comme l'homophobie, la transphobie et l'hétérosexisme, le cisgenrisme vont aussi affecter les personnes de la diversité sexuelle et peuvent avoir donc des conséquences aussi sur leur état de santé. Je ne voulais pas mentionner tout à l'heure, mais j'ai une formation en tant que maîtrise et de doctorat en santé communautaire. Donc voilà aussi pourquoi je donne souvent des exemples en lien avec la santé, parce que ça a aussi été une de mes préoccupations des recherches. Et lorsqu'on parle justement des recherches et les personnes à la diversité sexuelle, dans certaines disciplines, il y a eu parfois une certaine pathologisation de la sexualité des personnes à la diversité sexuelle, la façon dont la sexualité est exprimée par les personnes de la diversité. On a eu parfois une pathologisation de l'identité des genres et de certaines formes de socialisation aussi. On a surtout parlé des VIH, des ITSS. Et donc, depuis plusieurs décennies, donc souvent, les personnes de diversité sexuelle ont été plus considérées comme des sujets ou des objets de recherche. Et donc, ce qu'on tente de faire avec la recherche communautaire, c'est donc d'échanger le statut des sujets de recherche à co-chercheurs, donc à être partie prenante donc, de la démarche des recherches pour que les besoins et les réalités de ces communautés-là puissent être pris en compte. Mais évidemment, il reste encore un grand chemin à faire là-dessus. Donc, je vais passer à la partie plus recherche communautaire pour vous donner simplement un aperçu de quelques différences de la recherche communautaire par rapport aux approches participatives en général. C'est une grande définition que je ne la lirai pas nécessairement, mais c'est la définition qui est utilisée par l'Institut des recherches en santé du Canada, le principal bailleur de fonds des recherches en santé au Canada. Mais les éléments importants à tenir compte sont la collaboration vraiment équitable entre les différents parties prenantes à la recherche et par partie prenante, on entend autant les personnes qui vivent la situation sur laquelle on se penche et les chercheurs universitaires et les partenaires, que ce soit des partenaires communautaires, des associations qui représentent les personnes qui vivent la situation sur laquelle on se penche, mais également aussi des organismes publics. Et un autre élément important de la recherche communautaire, c'est la volonté qu'il y ait des changements sociaux suite à l'analyse des données de recherche. Donc, il y a aussi une visée très pragmatique à la recherche communautaire. Et éventuellement aussi la possibilité qu'il y ait un changement en termes de politique publique dans le but final, donc d'améliorer les conditions de vie des personnes de la communauté. Il y a des fondements théoriques intéressants de la recherche communautaire. Donc, d'abord, la tradition de la recherche-action dans le Nord, donc vraiment la recherche-action telle que Lewin la voyait ou Stringer dans les années 90. Donc, vraiment planifier l'action
la mettre en place et l'évaluer. Donc, vraiment un cycle itératif d'un processus de recherche-action. Et tout ça avec aussi la tradition émancipative du Sud, notamment les équipes de Paulo Freire, puis l'approche d'empowerment évidemment, puis la notion de justice sociale et environnementale. Donc la recherche communautaire a vraiment des fondements théoriques, je crois, qui sont quand même proches des, de l'ensemble d'auteurs aussi qu'on utilise, qu'on cite dans les recherches participatives en général. Il y a quelques principes fondamentaux de la recherche communautaire, notamment miser sur les forces de la communauté, donc vraiment s'appuyer sur les forces de la communauté. Quand on parle des communautés, on ne parle pas uniquement d'organismes communautaires qui représentent les personnes, mais aussi les personnes qui vivent une situation. Et intégrer ces savoirs, donc les savoirs de toutes les parties prenantes de façon équitable. Donc, essayer qu'il n'y ait pas de hiérarchie dans le savoir des personnes qui font partie des équipes de recherche. Tout ça aussi pour faciliter l'appropriation donc, de ces savoirs par les membres de l'équipe et favoriser aussi un cycle itératif d'application des connaissances, avec un engagement aussi à long terme, autant en lien avec la problématique des recherches qu'avec les populations. Donc, un autre élément important qui distingue la recherche communautaire, c'est le fait c'est souvent aussi un engagement de carrière en tant que chercheur, de s'engager avec une communauté à travailler sur certains dossiers qui touchent ces communautés-là. Je vous présente le modèle de recherche communautaire qui émerge de la pratique, qui a été développé par Joanne Otis, professeur au département de sexologie à l'UQAM. Donc, la première, c'est vraiment l'analyse des besoins de la communauté avec la communauté, qui s'appuie fortement sur les partenariats qui sont développés et ancrés dans la communauté, pour ensuite, à partir de ces connaissances-là, qui sont créées, partir et faire des phases pilotes d'intervention, par exemple, qui ensuite peuvent être mises à l'échelle et évaluées pour favoriser leur pérennisation. On va le voir tout à l'heure avec le projet Monbuzz, ces différentes étapes. Voilà, donc je voulais vous parler donc de comment la recherche communautaire peut constituer un outil pour répondre à la justice épistémique vécue par les personnes de la diversité. Monbuzz.ca ou mybuzz.ca. Quand je dis Monbuzz ou mybuzz, je me sens toujours comme Elvis Gratton qui a évité ma vie, my life. Mais donc, c'est le titre du projet qui a été choisi par les participants. Donc, Mobuzz.ca est une plateforme d'intervention en ligne. Elle est destinée à des personnes qui utilisent des substances dans un contexte de sexualité. Et cette plateforme-là leur permet de faire une évaluation de l'ampleur de leur consommation et également leur donne la possibilité de avoir une intervention brève avec un intervenant via chat en fonction des résultats que la personne aura obtenus donc à l'évaluation qu'elle fait en direct sur sa consommation. Et donc, c'est un projet qui a été développé avec le milieu communautaire et avec un groupe de personnes qui consommaient des substances en contexte de sexualité. Donc, on va parler d'abord d'injustice herméneutique et d'injustice et les relations hiérarchiques aussi de ces différents répertoires herméneutiques dans la façon dont le projet a été pensé. Donc, tout d'abord, il y a eu le début d'un buzz scientifique, si on veut, concernant la consommation de substances. Donc, il y a quelques années, la littérature scientifique s'est penchée sur la consommation de substances en contexte sexuel, notamment en lien avec la prise des risques et les comportements sexuels à risque en lien avec le VIH. Donc, c'était très ciblé. On disait, il y a un groupe de personnes qui consomment des substances. Cette situation met à risque certaines personnes en consommant des substances en contexte de sexualité vont avoir des comportements sexuels à risque, donc il faut faire quelque chose. Donc déjà, on voit qu'il y avait une vision
très partielle du phénomène de la consommation sexualisée. On dit, ben, il y a un comportement à risque, il faut donc régler ces comportements à risque. Et donc, dans cette première base de la littérature, si on veut, on n'avait pas nécessairement toujours pris en compte le point de vue des personnes de la communauté. On n'avait pas nécessairement non plus intégré les personnes qui travaillaient avec la communauté. Donc, il y a eu quand même, à un certain moment, un manque de prise en considération de savoir de la communauté. Et on a vu aussi qu'il y avait certaines injustices de témoignages. Il y a eu aussi un buzz médiatique concernant la consommation sexualisée. Il y a eu un peu partout, il y a plusieurs années aussi. On parlait de façon un peu sensationnaliste aussi sur la consommation sexualisée. On a parlé des surdoses des GHB, on parlait euh, de l'affaire du crystal meth, etc. Donc, il y avait aussi donc cette vision un peu partielle des choses qui étaient rapportées au début par les médias, mais qui ne tenaient pas nécessairement compte non plus des différentes facettes du phénomène. Donc, plusieurs savoirs, plusieurs témoignages n'étaient pas nécessairement entendus ni reflétés dans ce qui était partagé dans les médias ni dans la littérature scientifique. Donc, il y a eu à ce moment-là l'organisme Réseau. Réseau est un organisme communautaire qui existe depuis plus de 20 ans, une trentaine d'années déjà à Montréal, qui a comme mission de travailler sur la santé et le bien-être des personnes de la diversité sexuelle et des genres, et qui a été créé en 1991 et qui a changé de nom justement pour mieux refléter la nouvelle vision qui s'est donnée de façon plus large pour travailler sur la santé sexuelle, physique, mentale des personnes cis et trans. Et ils sont venus cogner à notre porte. Ils sont venus cogner à la porte de deux chercheurs, Mathieu Goyette et moi-même. Mathieu Goyette, un prof en sexologie aussi à l'UQAM, mais à l'époque où on a développé ces projets-là, on était tous les deux à l'université de Sherbrooke. Et nous disons, il y a quelque chose, je vous ai montré tout à l'heure des photos, des titres des journaux et aussi quelques photos de la littérature scientifique. Et donc, il y a quelque chose qui se passe. On observe sur le terrain que oui, il y a un phénomène effectivement de consommation sexualisée de substances. Qui est dit dans les médias, ce n'est pas nécessairement non plus toujours ce qui se passe en réalité. Et ce qu'on voit dans la littérature, c'est intéressant, mais on a d'autres besoins. On a des besoins aussi en termes d'intervention. On a besoin de savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant. Maintenant que le phénomène est là, qu'on sait qu'il y a quelque chose qui se passe, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, le besoin de faire un projet de recherche, c'est venu de la communauté. Donc, ce qui est aussi un autre principe de la recherche communautaire. Et Réseau avait déjà une expertise dans le milieu communautaire. Il faisait déjà de l'intervention en ligne, notamment sur d'autres sujets. Et un des éléments que Réseau avait soulevé à l'époque était le fait que plusieurs personnes à qui il s'adressait, à qui leur intervention s'adressait, n'étaient pas nécessairement les personnes qui avaient le plus besoin d'intervention sur le sujet de la consommation sexualisée. Donc, on reçoit des gens, on essaye de faire de notre mieux, mais il y a un bassin de la population qu'on n'arrive pas à rejoindre par nos interventions traditionnelles. Donc, il serait peut-être bien de trouver une autre façon de les rejoindre. Et ils savaient déjà, donc, comme je vous disais, l'expertise dans les interventions en ligne. Donc, en discutant avec eux, on s'est dit, mais pourquoi pas développer une plateforme en ligne qui permette de rejoindre des personnes qui viendraient peut-être pas dans l'organisme communautaire, qui seraient éloignées des services ou qui même, pour des questions géographiques, ne viendraient pas à Montréal. Et donc, ça a été un peu la jeunesse de ces projets monboss.ca. Et l'idée à l'époque, c'était de rejoindre des hommes qui avaient des relations sexuelles avec d'autres hommes. Et comme je vous disais, le langage a évolué et aussi notre façon de voir la population. Et le but était de les sensibiliser à certains méfaits associés à la consommation
notamment sur le plan de la sexualité, et aussi réduire ces méfaits-là et favoriser l'orientation vers des services adéquats. Donc, cette plateforme-là, comme je vous disais, elle permet d'évaluer l'ampleur de la consommation, de voir à quel point cette consommation est associée à la sexualité et d'avoir une intervention brève avec un intervenant. Mais évidemment, c'est une intervention brève, donc si la personne a besoin d'avoir d'une intervention un peu plus prolongée, il faut la référer vers d'autres ressources. On verra tout à l'heure que cette dernière partie est moins évidente parce qu'il n'y a encore pas suffisamment de services pour cette population. Et donc ça, c'était un peu la façon dont on a procédé pour co-construire l'intervention. Donc, on avait un modèle qui s'appelle SBIRT pour Screening, Brief Intervention and Referral to Treatment. Donc, qui est une approche qui a été quand même éprouvée dans le domaine des dépendances, qui permet donc de faire une intervention brève avec les personnes et les référer vers les services adéquats. Et on voulait voir également l'influence de la consommation sur la sexualité en considérant évidemment tous les besoins qui pouvaient être mis de l'avant par les utilisateurs. Et on voulait rendre compte des 3 perspectives essentielles dans le développement de la plateforme. Donc, tout d'abord, la perspective des utilisateurs potentiels. Donc, on a formé un comité des personnes, un comité qu'on appelait le comité de développement, qui était formé des personnes qui utilisaient les substances ou qui en avaient déjà utilisé. Et aussi des intervenants qui travaillaient avec cette population-là et des chercheurs. Donc, on s'est mis ensemble pour co-construire l'intervention, qui aussi avait plusieurs acteurs qui venaient du milieu communautaire, du milieu public, qui venaient essentiellement des 2 grands milieux d'intervention, donc la dépendance et la santé sexuelle. Et évidemment, ça n'a pas toujours été très facile parce qu'au départ, on a voulu, pour évaluer la consommation, on avait aussi des outils standardisés pour évaluer l'ampleur de la consommation. Et donc, pour les utilisateurs potentiels, il a été aussi euh, difficile, par exemple, de voir l'utilité d'avoir un outil validé. Et on a dû adapter, donc on a adapté les outils validés pour répondre donc à ce que les utilisateurs potentiels nous disaient. Et on a également changé le langage, on s'est basé vraiment sur l'expérience des utilisateurs potentiels, sur toutes les étapes donc, de la navigation sur cette plateforme-là. Donc, c'est eux qui ont choisi le nom, les couleurs, ils ont été aussi avec nous dans les rencontres qu'on avait avec la firme informatique qui a développé cette plateforme-là. Donc, ça n'a pas toujours été simple comme processus de développement, notamment aussi parce que il fallait que tous les facteurs autour de la table s'habituent à cette façon de fonctionner. Et donc, c'était une nouvelle façon de faire pour la firme informatique. Pour certains acteurs du milieu public, c'était aussi une nouvelle façon de faire. Mais on a donc réussi finalement avec un peu plus de temps que prévu, à développer la plateforme en question. Et également, on a aussi mis en place un processus de rétroaction pour voir ce que l'ensemble des acteurs pensaient du processus de co-développement et de la plateforme en général. Et si on voit dans les éléments critiques au milieu, on voit que malgré aussi toute notre volonté de faire en sorte que la voix de tout le monde soit entendue de la même façon, les participants issus de la communauté ont trouvé qu'il y avait quand même une présence trop importante du volet recherche dans le développement de la plateforme. Donc, ce qui nous a questionné aussi sur notre façon de faire, que même si on avait mis en application différents principes de recherche communautaire pour justement atteindre la voix, il y avait quand même une perception des déséquilibres parmi les participants qu'on a voulu aussi euh, corriger dans nos projets ultérieurs. Et on a aussi fait face, comme élément critique, à un niveau aussi
potentiel des littératies des utilisateurs. Donc là, il a fallu aussi, par exemple, composer avec des niveaux de littératie différents. Et donc, encore une fois, c'était une question d'équilibre des savoirs entre les personnes qui avaient une expérience de consommation et l'équipe des recherches. Un autre élément aussi qui a été perçu comme un élément critique par les personnes de la communauté était une certaine redondance et une longueur qu'on voyait sur les différents questionnaires, les différents outils qu'on avait mis en place dans la plateforme, notamment le questionnaire sur le lien entre la sexualité et la consommation. Donc, encore une fois, on voit aussi que l'intégration de besoins de la communauté ne se fait pas toujours sans heurts et sans difficulté. Mais ce sont évidemment des choses qu'on on peut améliorer. Un autre élément important, c'est qu'on avait prévu dès le départ que cette plateforme-là, elle devrait être pérennisée une fois le projet de recherche fini. Et ce qui a été le cas, donc Réseau, l'organisme communautaire avec qui on a collaboré, il s'est impliqué donc pour obtenir les fonds nécessaires pour pérenniser la plateforme. Donc même maintenant, si le projet de recherche est fini, Réseau continue d'opérer la plateforme à l'extérieur du cadre du projet et donc c'est plus un cadre d'intervention évidemment. Et aussi, c'est actuellement, on a aussi traduit le projet et il est disponible aussi en version anglaise et des partenaires communautaires de l'Alberta et d'Ottawa l'utilisent. Donc également, c'était une autre idée qu'on avait depuis le départ, donc de pouvoir pérenniser cette action-là une fois que le projet était fini. Il y a plusieurs défis, évidemment, lorsqu'on met en place ce type de projets-là. Tout d'abord, c'est le financement des projets qui tiennent compte de la démarche des recherches communautaires. Donc, ce n'est pas toujours non plus. Il y a de plus en plus de bailleurs de fonds de la recherche qui favorisent l'application des personnes de la communauté dans l'ensemble du processus de recherche, ce qui est intéressant. Donc, mais ce n'est pas le cas de tous les concours, donc c'est aussi important donc, de sensibiliser aussi les bailleurs de fonds de la recherche à ce que la participation équitable des personnes de la communauté soit une des conditions de financement des projets de recherche. Parce que même parfois, si cette participation est encouragée, il y a parfois des contraintes en termes de gestion des fonds qui ne permettent pas toujours la participation du milieu des pratiques. Par exemple, il n'est pas toujours possible dédommager un organisme communautaire ou une organisation de terrain pour le temps qu'il passe à nous aider ou à collaborer avec nous dans un projet de recherche. Donc, ce sont donc des éléments qui, dans le pratico-pratique, peuvent parfois être une barrière à la participation des personnes de la communauté. La pérennisation des interventions est un autre élément. Et donc, c'était, comme je vous disais, une préoccupation qu'on avait dès le départ pour nous, mais qui a été faite grâce en fait, au fait que les organismes avec qui on travaillait avaient donc sur le reins assez solides pour continuer l'intervention. Il y a aussi la reconnaissance de l'expertise du milieu de la connaissance terrain par l'université. Je vous donne un exemple. Dans le projet actuel dont Ida vous parlait tout à l'heure, quand même, j'ai voulu avoir un pair chercheur, donc un agent de recherche qui a une expérience de vie en lien avec la consommation de substances. Et on n'a pas pu l'embaucher à l'université parce que son profil ne correspondait pas au, à la description des postes d'un agent de recherche. Et donc, il a fallu passer par une clinique médicale pour être en mesure de l'embaucher. Donc, il y a encore plusieurs barrières. Donc, on doit passer par des organismes communautaires pour, par exemple, pouvoir embaucher des pairs, pouvoir embaucher des agents de recherche qui ont un vécu expérientiel, mais qui n'ont pas le profil pour être embauchés à l'université. Et donc, il y a aussi la publication des résultats qui est parfois moins évidente aussi lorsqu'on a une approche de recherche communautaire. Donc,
Et si on revient aux notions d'injustice épistémique, comme je vous disais, on a essayé de tenir compte dans ces projets-ci de la voix des gens. Donc, on s'est dit, il y a eu dans la littérature scientifique des publications qui ne tenaient pas compte nécessairement du vécu, de l'expérience des gens, ni de leur savoir. Donc, on a essayé d'intégrer le savoir dans la préparation du projet, dans le financement du projet également, et dans la réalisation. On a essayé aussi de donner leur voix, donc de faire face aussi donc aux injustices des témoignages, donc donner leur point de vue, donner leur voix par, entre autres, leur participation au comité, par le fait qu'ils s'étaient entendus tout au long du processus des recherches. Et on a essayé donc aussi de ne pas hiérarchiser ces différents savoirs, donc de mettre en commun les savoirs des chercheurs de l'université, les savoirs des chercheurs de la communauté, et on a essayé de mettre ça en commun. Évidemment, ce n'était pas facile, mais je pense qu'on est sorti quand même enrichi de cette expérience-là. Et comme je vous disais, si on a trouvé des défis et si les membres de la communauté ont trouvé des défis, ce sont des défis qui ne sont pas nécessairement insurmontables et que je pense que pour des prochains projets, on pourra s'y améliorer. Et puis il y a d'autres défis qui sont plus structurels, comme la reconnaissance plus par l'université, par exemple, des pairs chercheurs, mais ce sont d'autres batailles qui continueront d'être menées. Donc ça, ce sont tous les partenaires qui ont été impliqués dans le projet monboss.ca. Vous voyez qu'il y avait quand même une grande diversité de partenaires de différents milieux. Et donc, on est content quand même que tous ces personnes ont pu parler, s'entendre. Et donc voilà, j'ai quelques références aussi si vous souhaitez donc aller davantage sur la question. Et donc voilà, c'était tout pour la présentation. Je suis donc prêt pour échanger avec vous. Merci beaucoup. Merci Georges pour cette belle conférence. Sans plus tarder, je vais donner la parole au professeur Yves Couture, professeur en pensée politique de l'UQAM, qui va te poser quelques questions pour lancer le débat. Merci encore et à plus tard. Merci Ida. J'avais cru un temps que tu devais intervenir. Je crois que le professeur avait suggéré que tu allais parler plus spécifiquement d'un point, mais peut-être que je fais erreur. Alors, je vais y aller de quelques questions. J'étais attentif au thème donc du lien à la science. Je l'ai retrouvé sous deux formes, c'est-à-dire la science telle qu'observée, par exemple, à travers la médecine, qui pouvait avoir des approches qui étaient jugées désormais, ou pas désormais, injustes, ou vous, en tant que vous incarnez la science qui vous rapprochez de certaines communautés. Et c'est peut-être ce deuxième point qui m'a le plus frappé dans l'exposé, quand vous êtes arrivé à identifier et à nous faire part, disons, de friction, le mot est peut-être trop fort, mais d'ajustement qui restait peut-être à faire. Parce que je me posais la question, est-ce qu'il peut y avoir une résistance des milieux au regard universitaire? Et il y a aussi la question, bien sûr, des langages, parce que dans cette recherche communautaire, elle est soutenue presque par une utopie, une belle utopie, c'est de faire se rejoindre des langages pour qu'ils puissent le mieux dialoguer. Mais c'est peut-être, j'appelle ça une belle utopie parce que l'université a ses propres langages et le langage que vous employez et tous les termes et toute la terminologie et tous les concepts n'est pas le langage des communautés très souvent, surtout si on rejoint des membres des communautés qui sont dans la rue, itinérants, etc. On est dans un enjeu de différence de langage très, très marqué, que vous avez aussi caractérisé comme une différence, disons, de niveau de littératie. Donc, la première question, ce serait de savoir, est-ce qu'il faut sans cesse tendre à abolir cette différence des langages, différence des approches, ou bien est-ce qu'il ne faut pas, en un point, l'accepter?
parce que d'un côté, ni la recherche ne doit être abolie, ni la particularité des communautés et des acteurs des communautés. Donc, il faut en venir à accepter qu'il n'y aura pas la fusion des langages, il n'y aura pas la fusion des perspectives, il n'y aura pas la fusion des points de vue. Alors, est-ce qu'on tend vers une fusion dialogue où on accepte qu'il y a les universitaires, il y a les gens de la communauté, puis cette différence est insurmontable? Donc, ça serait ma première question. Et la deuxième question, disons, est inspirée d'un point de vue, disons, hyper critique que je ne partage pas nécessairement, mais on pourrait vous reprocher que vous êtes des agents de normalisation, en fait. Vous êtes la société et des chercheurs sous une forme qui a intégré une forte sympathie pour les gens d'une communauté que vous étudiez, mais vous arrivez quand même avec ce regard normalisateur d'une certaine morale universitaire, etc., etc. Ça se trouve un peu à domestiquer, apprivoiser des communautés qui peut-être préféreraient demeurer à l'état sauvage, si je peux me permettre, à l'écart de ce regard normalisateur universitaire, petit bourgeois, comme on disait à une époque. Donc, la question plus critique serait celle-là. Comment vivez-vous votre statut de vecteur de normalisation aussi, parce que vous êtes ça aussi un peu? Merci beaucoup. Deux questions très intéressantes, en fait. Pour la première question, je pense que je répondrai ça dépend, en fait. Ça dépend des plusieurs milieux et des plusieurs contextes. Puis, il y a un élément très particulier avec les personnes de la diversité sexuelle et des genres, notamment les hommes de la diversité sexuelle, parce que c'est une communauté qui, depuis en fait l'avènement du VIH, a été très étudiée au départ et très liée aussi avec le milieu de la recherche. Donc, les organismes communautaires qui travaillent en santé parmi les hommes de la diversité sexuelle ont souvent été très habitués donc, à être en contact avec la recherche. Mais ça ne se fait pas très facilement. En fait, justement, je parlais au début de la présentation de la cohorte Oméga et c'était la première étude des cohortes où il y a eu des gens de la communauté qui ont été intégrés dans des comités de travail. Et donc, c'était parmi ces personnes-là, il y avait des anciens fondateurs et directeurs des organismes communautaires qui aujourd'hui sont là encore, qui travaillent avec les membres de la communauté. Donc, je pense que cette tradition, si on veut, des recherches avec le milieu a fait en sorte que les ponts soient davantage établis. Même qu'il y a dans le domaine du VIH toujours, il y a la coalition des organismes communautaires québécois des luttes contre le VIH, qui est un regroupement d'une trentaine d'organismes communautaires au niveau de la province du Québec et qui a une infrastructure de recherche communautaire dont le rôle est de faire le pont entre les chercheurs et le milieu académique pour faire valoir les besoins de la communauté en termes de recherche, mais aussi pour traduire rapidement des résultats en action. Donc, je pense que grâce à ou en raison de ces, ces contextes historiques, je pense qu'il est possible donc que les, les, les ponts soient déjà bâtis et qu'on n'ait plus besoin tant de traduction dans certains milieux. En revanche, il y a pas de nouveaux phénomènes, mais des phénomènes à l'étude qui ne l'étaient pas avant, qui concernent d'autres populations qui sont peut-être plus précarisées, plus marginalisées, si on parle de certains consommateurs de substances ou des personnes en situation d'itinérance, où là, en fait, plusieurs choses sont encore à bâtir. Et donc là, probablement que traduire le langage serait un grand défi. Mais je pense que puisque le lien de confiance avec plusieurs milieux est déjà établi, cette traduction ou bâtir ces points-là ne serait pas trop compliqué. Et aussi, c'est du fait aussi que j'ai peut-être aussi un regard biaisé dans le sens que les travaux que je mène ont une visée très pragmatique, ont une visée souvent interventionnelle, d'évaluation d'intervention, etc. Et donc, je pense que même si le langage est différent,
il y a quand même une compréhension, il y a des points de rencontre qui peuvent faciliter la mise en place de ces projets-là. Mais évidemment, il y a un travail en amont à faire, ne serait-ce que pour établir un lien de confiance avec le milieu. Donc, pour répondre à la question, je crois que, comme je disais, ça dépend, mais il y a certains groupes ou certaines populations pour lesquelles il est plus difficile, effectivement, et je crois, en tout cas, je pense qu'on peut, personnellement, je crois qu'on peut bâtir ces ponts-là tranquillement, comme on l'a vu se bâtir dans le domaine du VIH dans les 20-30 dernières années. Donc, je crois que c'est possible. Et puis, pour la deuxième question, oui, c'est vrai, effectivement, on peut être vu effectivement comme, oui, comme le porteur d'une certaine normalité, vous avez tout à fait raison. Mais il y a aussi les différents chapeaux qu'on peut porter en tant que chercheur, mais en tant qu'être humain aussi. Donc, personnellement, je suis membre de la communauté, c'est-à-dire que je suis moi-même un homme gay, j'ai moi-même une expérience de consommation de substances dans ma vie. J'ai jamais eu une consommation problématique des substances, mais j'ai eu une vie un peu rock'n'roll, une période de vie un peu rock'n'roll. Donc, je connais un peu le milieu de la consommation. Je veux dire, je ne prétends pas avoir le même vécu que les gens avec qui je travaille, évidemment, mais je pense que avoir cette ouverture avec les personnes avec qui on travaille permet également aussi peut-être de moins avoir cette image de normalité ou de vouloir apporter la normalité. Puis un autre élément important aussi, c'est l'approche en fait. Je m'inscris en tant que chercheur dans le domaine des dépendances, je m'inscris surtout dans une approche de réduction de méfaits. Donc, même si je crois fortement qu'il n'y a pas une approche qui est un one size fits all, comme on dit, pour tout le monde, et que j'ai une approche plutôt pragmatique en fonction de qu'est-ce qui marche, devrait être pris en compte. Mais de façon personnelle, j'adhère davantage à une approche de réduction de méfaits. Donc, et ce que je mets de l'avant aussi, donc je ne souhaite pas qu'il y ait donc une vision unique de la consommation. Et donc, je pense que ça aussi permet probablement que les personnes avec qui on travaille aient une image qui est moins normalisante aussi. Et, et peut-être que, en tout cas, j'ose le croire, je ne crois pas être non plus dans une vision très normalisante des choses, même si je suis dans un milieu académique qui peut parfois être rigide et normalisant. Ouais. Je sais pas, est-ce que ça répond à vos questions? Oui, oui, tout à fait, merci. Merci Georges, merci professeur Couture pour ces questions. Donc, disons qu'on pourrait ouvrir les débats. Avant de donner la parole aux personnes qui souhaitent intervenir, je vous rappelle que vous pouvez réserver votre tour de parole simplement en envoyant un message dans la fenêtre de conversation ou encore en utilisant la fonction de lever la main. Dans la fenêtre de chat, vous trouverez également des informations concernant les activités de la chaire Tradis du professeur Georges Floraranda et aussi des informations utiles pour les projets PMP de la diversité auxquels j'ai mentionné tout à l'heure. Voilà, donc j'ai déjà une première question de Madame Ayoub. Josiane, je vous donne la parole. Ah, on ne vous entend pas. Ah, oui, maintenant c'est activé. Oui. Voilà. Oui. Je disais, c'est moins une question qu'une réflexion à la suite de ce que disait Yves et à la réponse de Jorge. Je ne pense pas que ce soit aujourd'hui le cas d'avoir trop peur de normaliser. Je pense que c'est plutôt, ils sont dans une situation d'aide et de soulagement. Les gens avec lesquels travaille Jorge et son groupe viennent pour aider les gens.
et qui viennent volontairement, non pas se faire soigner ou se faire rentrer dans le rang, mais soulager dans leur souffrance. Moi, je les vois plutôt comme une sorte de, je n'aime pas dire médical, mais comme, comme de compassion, quoi. Mais je ne crois pas que ce soit de nos jours une question de rentrer dans le rang ou un facteur de normalisation. J'irai plus loin en disant que toute la société est devenue plus ou moins sauvage, comme dirait Yves, et que les gens, et que la sauvagerie est recherchée plutôt que bridée. Enfin, je ne fais pas de paradoxe, mais je trouve que ces catégories sont des catégories qui appartiennent à une certaine façon de penser la société et qui est maintenant dépassée, à mon avis. Voilà. Merci, Josiane. Georges, je vous laisse réagir. Oui, je suis bien d'accord. Effectivement, je crois que effectivement, les personnes qui viennent, que ce soit au projet de recherche ou qui participent aux activités des organismes avec lesquels on travaille, effectivement, je pense qu'ils vont là chercher le service, chercher de l'aide aussi également. Et ce sont aussi des organisations qui n'ont pas du tout non plus une vision normalisante. Au contraire, je pense que c'est des organismes qui offrent du soutien et qui offrent vraiment, oui, comme disait Madame Ayoub, un soulagement à certaines souffrances, effectivement. Ouais. Merci, Georges. J'ai alors une question de Monsieur Lassonde. Monsieur Lassonde, je vous donne la parole. Oui, merci beaucoup. Donc, en premier lieu, merci beaucoup, Monsieur professeur Flores Arenda, pour votre présentation. Pour rebondir sur l'intervention de Madame Boulad Ayoub, et qu'on a ces personnes qui sont à la recherche d'être soulagées, à la recherche d'aide. Est-ce que vous avez constaté à travers vos recherches une forme de paradoxe, à savoir les gens qui ont le plus besoin de cette aide et de ce support sont les gens qui vont, disons, qui sont les moins enclins à aller la chercher? Et est-ce que ça paraît au niveau de votre collecte d'informations? Parce que j'imagine que lorsqu'on parle dans le milieu, puis là, vous disiez, par exemple, bon, la plateforme OnBuzz, c'est d'aller chercher des gens qui ne vont pas chercher d'aide, mais encore, même qu'on essaie d'élargir le champ d'action, il y a des gens qui, naturellement, sont très réticents et automatiquement, ils sont sous-représentés systématiquement. Je serais curieux d'avoir votre perception au niveau de votre collecte d'informations, collecte de données, puis bon, cette méthodologie. Enfin, merci beaucoup. Oui, mais vous avez tellement raison là, en fait. Oui, ça a été difficile, en fait. On avait deux volets dans l'étude monbuzz.ca. Un premier volet était vraiment l'implantation, de l'évaluation d'implantation. Et l'autre était de voir comment est-ce que, justement, quel était le profil des personnes qui l'utilisaient, quels étaient leurs besoins, etc. Puis, on a voulu, en fait, cette deuxième partie a été moins réussie parce que on a dû la réduire dans le temps déjà, mais aussi parce que effectivement, on a rejoint des personnes qui étaient effectivement très éloignées, mais on n'a pas réussi à documenter exactement si ces personnes-là ont resté ou voulaient rester en communication avec des services. Donc, on n'a pas nécessairement pu voir si le fait d'utiliser monboss.ca leur a permis de j'ai juste le mot linkage to care là, mais d'être associé à un service, d'être linké, si on veut, à des services. Donc, mais oui, mais c'est des questions qu'on aimerait éventuellement aussi étudier davantage. Mais les organisations communautaires le voient aussi, et même dans d'autres projets actuellement, on le voit. On, on, arrive facilement à collecter des données avec les personnes qui sont,
dans le milieu, qui sont autour de certaines personnes qui fréquentent tel organisme ou telle association, etc. Mais celles qui sont les plus éloignées, généralement, elles sont moins inclines à consulter et à participer à des projets. Et ben justement, et c'est pour ça aussi que dans le projet actuel qu'on mène, on essaye de voir des sortir du recrutement avec les organismes communautaires et passer plutôt à travers des pairs, à travers des groupes de personnes, plus le bouche à oreille. Euh, Éventuellement, je ne l'ai pas encore utilisé, mais il y a l'échantillonnage qui s'appuie sur les répondants, le respondent-driven sampling, mais qui implique une certaine façon de recruter une personne comme noyau et que ces noyaux-là permettent de recruter à d'autres noyaux. Mais je pense qu'il y a différentes techniques probablement qui permettent de rejoindre d'autres personnes qui sont moins faciles à rejoindre. Pour ces populations-là, il y a parfois aussi le fait d'aller sur le terrain, peut-être faire des approches comme font les anthropologues, d'aller sur le terrain, passer un certain temps avec les personnes, établir des liens de confiance, avoir des informateurs clés. Donc, c'est sûr qu'il y a différents moyens et techniques, mais parfois, les projets de recherche, dans le temps ou le financement, permettent pas toujours donc, de faire appel à cet ensemble de techniques-là, mais c'est sûr que ce sont des grands défis. Merci, Georges. Mhm. Nous avons une question par Jean-Noël Beroubet dans le chat. Je vais la lire. La pandémie actuelle de COVID-19 a-t-elle eu un effet sur le type de substances disponibles utilisées pour agir sur le comportement et leur usage, le degré de toxicité de ces substances et l'augmentation éventuelle du nombre de personnes affectées par des dépendances aux drogues? Oui, vraiment, en fait, mais surtout lors de le premier grand confinement, ça allait encore, mais vous savez, tout a été paralysé, et donc le trafic des drogues aussi. Donc évidemment, les trafiquants n'étaient pas nécessairement en mesure de livrer leurs marchandises, et donc ça a affecté beaucoup la qualité des produits qui se retrouvent dans la rue. Et on fait face aussi à une autre épidémie qui est l'épidémie de surdose. Enfin, là, si on parle de surdose, on pense souvent aux opioïdes, mais il y a aussi d'autres substances parfois qui causent des surdoses, qu'on pense au GHB par exemple, ou à des problèmes comme une surconsommation de kétamine. Donc, oui, ça a été affecté par les mesures en fait restrictives associées pour faire face à la pandémie. Oui, ça a affecté la distribution, ça a affecté la qualité. Évidemment, si les trafiquants n'ont pas le matériel nécessaire, ils vont se débrouiller, donc la qualité des produits va être compromise, et donc on voit plus aussi des produits qui sont coupés avec d'autres substances. Vous avez peut-être entendu parler, il y a actuellement un service qui s'appelle Checkpoint, qui est un service à Cactus Montréal, mais qui est aussi au Dispensaire, qui est un groupe communautaire à Saint-Jérôme, et aussi au GRIP, qui permet aux consommateurs d'analyser leurs substances avant de la consommer. Donc, c'est une machine qui permet la détection, enfin, qui permet de savoir qu'est-ce qu'il y a dans les substances qui sont apportées par les consommateurs. Et la période d'attente, donc ça prend quelques minutes, permet également d'établir une intervention et de dire à la personne, mais voici ce qui contient ton sachet de coke ou ton sachet de ecstasy, ta pilule d'ecstasy. Et voilà, fais attention, il y a tel produit, ça peut être dangereux, etc. Donc, ça permet aussi une intervention et permet aussi à la personne de prendre une décision éclairée si elle consomme ou pas. Donc, tout ça pour dire que ce type de services-là qui s'appuient sur une approche de réduction des effets sont pertinents, sont nécessaires, et que donc, oui, la pandémie a affecté beaucoup cet aspect-là donc du trafic des substances. Mais si on réfléchit un peu plus loin,
on peut penser aussi que ce type de situation serait moins difficile dans un modèle où les substances seraient décriminalisées, par exemple. Donc, il y aurait probablement aussi beaucoup moins des difficultés et beaucoup moins des préjugés et beaucoup plus de facilité pour les organismes d'offrir différents services de réduction de méfaits aux consommateurs. Merci Georges et merci Monsieur Jean-Albert Roubet pour la question. J'ai une autre question, commentaire qui arrive de Facebook. Je vais le lire. Oui, en effet, c'est plus une réflexion, commentaire par Monsieur David Lessard-Gauvin. Donc, Monsieur David réfléchit autour de la diversité en milieu de travail et dit « Cette conférence m'apparaît fort pertinente à la lumière de certaines données récentes ». Là, il cite l'étude sur la diversité en milieu de travail. Et donc, je cite auprès de lui, la majorité des répondants ont déclaré qu'ils appuient la présence de divers groupes minoritaires au sein du gouvernement, notamment les femmes, 89%, les autochtones, 86%, les personnes handicapées, 83%, les minorités visibles, 81%, et les membres de la communauté LGBT+, 68%. Selon M. David, 68% est en soi et en comparaison avec les autres groupes un faible taux d'appui. Est-ce qu'il pourrait y avoir un lien avec l'injustice épistémique? Donc, merci de ça. Merci beaucoup, très intéressant. Je ne connaissais pas ces données, c'est très intéressant. Je pense que oui, effectivement, il peut y avoir effectivement un lien avec la justice épistémique, je crois. Mais déjà, je pense que le fait que ces personnes-là aient moins, enfin, que le pourcentage soit plus bas, l'acceptation d'avoir un ou une collègue qui vient de la diversité sexuelle reflète quand même qu'il y a je dirais pas nécessairement qu'il y a oui, c'est possible que ce soit la discrimination, mais qu'on laisse quand même de côté une certaine connaissance, qu'on laisse de côté la voix, qu'on laisse de côté le témoignage, la connaissance, l'expertise des personnes. Et donc, en quelque sorte aussi, on se prive de certaines connaissances et que donc ça contribue aussi à la justice épistémique et ça continue aussi à perpétuer donc ce manque de connaissances sur les communautés et les connaissances que ces communautés-là peuvent apporter en termes de diversité, de richesse, enfin tout ce que la diversité peut apporter comme richesse. Je pense que si on se prive de cette diversité, on se prive aussi de cette richesse-là et de cette connaissance-là. Donc dans ce sens-là, je pense que oui, c'est lié aussi évidemment à la justice épistémique. Merci, merci beaucoup. J'ai une autre question de Monsieur Cavé Boveri. Cavé, je te donne la parole. Désolé, je m'excuse d'être en retard et j'avais aussi un pépin, je ne sais pas pourquoi. Le code d'accès, on m'avait dit que c'est faux, mais apparemment, ce n'était pas faux. Finalement, ce n'était pas faux. Désolé d'être en retard au début de notre réunion. Merci beaucoup de votre présentation, c'était très, très intéressant. C'est un sujet délicat qui a besoin de plus d'attention et plus de budget, plus de fonds. Et c'est triste que vous avez encore des problèmes de fonds pour une telle recherche très, très importante. J'ai une question, vous en avez parlé aussi, parce que ça, c'est ma méthodologie. La méthodologie, c'est ça un peu le sujet que j'aime, c'est mon domaine, si vous voulez. J'imagine que, comme vous avez dit aussi, le sujet de votre recherche était hétérogène. Il y avait des différences entre, par exemple, les classes, les couches sociales, etc., etc. Et vous avez dit, je pense que vous avez fait une abstraction de cette différence pour avoir un résultat qui est plus homogène, si vous voulez. Et si c'est le cas, méthodologiquement, comment vous avez résolu ce problème? Si ce n'est pas le cas, donc, comment vous avez traité cette hétérogénéité? Parce que je m'appartiens à, imaginons comme sujet,
cette couche de la société, mais je viens d'une classe riche, si vous voulez. L'autre personne vient, il ou elle est sans abri. L'autre personne vient, il ou elle est autochtone. Donc, vous avez trois entre vous, trois observations de notre part. Puis dans votre recherche, vous devez, après avoir reçu les données, vous êtes dans le moment d'analyse, une deuxième étape. Et qu'est-ce que vous avez fait? Je vais apprendre, je veux savoir comment vous avez fait ça pour mes propres recherches. Merci beaucoup. Merci. En fait, non, je n'ai pas fait abstraction des différences. En fait, ce qu'on a fait, c'est vraiment de tenir compte du profil de chaque personne et de voir comment ces différentes identités s'intersecter et s'interinfluencer pour, par exemple, influencer leur comportement. Donc, ce qui nous intéressait, c'était de voir comment ces différentes identités de la personne pouvaient, elles, s'interinfluencer. Donc, ce n'était pas de faire abstraction de ces différentes caractéristiques, mais plutôt de voir comment ces différentes caractéristiques changeaient un peu la donne dans la consommation. Par exemple, si on avait un homme transgenre autochtone, donc on voulait voir comment son identité transgenre, le fait d'être un homme et d'être autochtone, s'inter-influençait dans son parcours de consommation de substances, dans son... est-ce que la personne même voyait qu'il y avait donc une influence de ces différentes caractéristiques dans son profil de consommation. Donc, c'était plutôt de tenir compte des différentes identités et comment ces identités pouvaient s'inter-influencer entre elles. Merci beaucoup. Puis-je avoir un suivi, Ida? Oui. Vous voyez, ça c'est très intéressant, mais vous voyez, je pense qu'en ce cas-là, il y aura un autre problème parce que, vous voyez, en ayant des sujets singularisés avec leurs différences, dans leur singularité, donc vous aurez une sorte, par exemple, le résultat sera, par exemple, 500 sujets et avec, parce que chacun a sa particularité, sa singularité techniquement. Chacun a sa singularité parce qu'il y a peut-être, je ne sais pas combien de personnes qui sont, par exemple, gays ou lesbiens, trans, aussi autochtones, aussi sans-abri, aussi, vous voyez, techniquement, vous devez avoir, par exemple, le résultat de votre recherche, j'imagine, doit être, par exemple, 700 chapitres, parce que pour chaque personne, vous allez clarifier. Je suis en train d'apprendre de votre recherche. Je dois avouer encore et je répète ça. Merci beaucoup. En fait, les résultats n'étaient pas nécessaires. Les questions de recherche n'étaient pas tant sur les aspects, les caractéristiques ou les aspects identitaires, mais plus vraiment sur la consommation. Mais au lieu, par exemple, habituellement, traditionnellement, on va dire, on va donner ou on va ventiler les données en fonction de certaines caractéristiques sociodémographiques, qu'on soit un homme, une femme, etc. Dans ce cas-ci, c'était plus de décrire de façon globale, donc si il y avait certaines caractéristiques qui étaient qui montraient une certaine intersectionnalité. Puis on s'est basé surtout sur la notion d'intersectionnalité, c'est-à-dire comment certains facteurs peuvent parfois avoir une influence sur notre propre état de santé et comment dans les services, en fait, on doit tenir compte de ces aspects-là. Donc c'était surtout sur cet élément-là qu'on s'est penché de voir comment est-ce que dans les services, on doit nous tenir compte de ces différents facteurs d'intersection pour que lors des interventions, que ce soit en travail social, en santé publique ou autre, qu'on soit
qu'on soit en mesure d'offrir une intervention adaptée qui tienne compte de ces éléments d'intersection et qui permettent en fait de faire face aux différents facteurs d'oppression qui proviennent peut-être de ces caractéristiques différentes. Merci infiniment. Merci Georges, merci Kaveh. Avant de commencer la deuxième ronde de questions, je vois déjà Madame Ayoub avec petite main levée. Non, je pense que c'est resté ma main levée de la dernière fois. D'accord, mais Oh, d'accord, regardez là. Oui, donc on la garde. Et avant de commencer la deuxième ronde de questions, je m'accorde la possibilité de pouvoir poser une question moi aussi. Donc, je voulais te demander, Georges, merci encore pour la conférence et également pour tous les efforts de démocratisation même du savoir que tu fais à partir de la réalité du terrain. Ma question porte plus spécifiquement sur la démocratisation des services dont tu as parlé avec les projets Monbase notamment, mais que, également comme avec d'autres projets qui étaient en cours. Mais je sais donc que tu travailles beaucoup avec les organismes communautaires. Je me demandais si tu pouvais nous dire un peu plus sur comment se passe cet effort de démocratisation des services quand on parle des organismes publics. Merci. Merci, Ida. C'est une très bonne question et c'est une grande question en fait parce que c'est sûr que les organismes communautaires vont avoir une réponse beaucoup plus rapide à des phénomènes émergents. Ils vont être plus aussi proches du terrain, donc on va être en mesure d'être connectés davantage avec les besoins du terrain. En revanche, ils sont moins de moyens pour intervenir. Ils vont rejoindre moins des gens. Et parfois aussi, les organismes communautaires sont financés par des organismes publics. On pense par exemple aux directions de santé publique qui financent certains projets, au ministère de la Santé et des Services sociaux, etc. Et donc, il faut aussi que le milieu public soit sensibilisé à certaines questions. Et lorsqu'ils le sont, parfois, ils vont peut-être appuyer certains organismes communautaires dans leur démarche d'intervention sur des sujets qui sont encore peu abordés ou sur lesquels il y a peu d'intervention ou peu de services. Mais le milieu public est parfois, en tout cas dans le sujet particulier de la consommation sexualisée, il tarde à réagir. En fait, il y a, si on veut, dans les services publics, quelques balbutiements de services, des réactions en lien avec le sujet de la consommation sexualisée, mais tout ce qui s'est fait actuellement au Québec est notamment fait par des services communautaires. Lorsqu'on parle vraiment des services pour les personnes qui consomment en contexte de sexualité. Donc oui, il y a, je pense qu'on parlait dans la présentation de un des principes de la recherche communautaire qui est aussi éventuellement de changer les politiques publiques ou d'orienter certaines politiques publiques. Et donc, je pense que ce sont des étapes qui s'atteignent à plus long terme lorsqu'on fait la recherche communautaire. Et il y a actuellement, par exemple, une formation sur la consommation sexualisée qui est donnée par l'INSPQ, enfin, qui est offerte par l'INSPQ, mais qui n'est pas donnée depuis plusieurs années parce qu'il n'y a pas de formateur sur la question, même si la formation elle existe. Si on parle de la formation pour une nouvelle vision de l'homosexualité, qui était une version qui a été aussi faite depuis très longtemps et qui est donnée aussi par l'INSPQ, il y a aussi, je pense, un manque de formateurs. Donc, il y a aussi, même si les structures publiques ont parfois une certaine volonté, parfois aussi il y a un certain manque de ressources, des priorisations aussi. Depuis plusieurs années déjà, différents rapports, notamment je pense à un de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Je pense également à des rapports qui ont été déposés à la Chambre des communes au niveau fédéral qui recommandent
que les personnes de la diversité sexuelle soient considérées parmi les populations prioritaires dans la recherche et dans l'intervention en dépendance, mais ce n'est pas encore le cas et même le dernier plan interministériel en dépendance qui date de 2018 ne l'a pas encore pris en compte. Donc, je pense qu'il y a une certaine volonté et parfois il y a une certaine lenteur à qu'il y ait certains changements, mais j'ai bon espoir quand même que les efforts qu'on mène avec d'autres collègues et avec des groupes communautaires vont finir par avoir une certaine influence sur les politiques publiques comme il y a déjà eu dans d'autres dossiers. Déjà, je pense qu'au niveau fédéral, par exemple, ou au niveau de la recherche du moins, le fait que le CRSA s'est accordé une chaire de recherche pour se pencher sur la question, je pense que ça donne de la légitimité aussi. Et je pense que ça, c'est un peu important de dire qu'il y a une certaine légitimité, déjà une reconnaissance, et qu'à partir de là, peut-être qu'il y aura des choses qui pourraient être transformées par la suite. Merci, Georges. Oui, oui, je suis d'accord que le fait d'une création d'une chaire, sur ces propos et sur ces sujets, c'est un pas très important dans cette direction. C'est sûr qu'il y a encore du chemin à faire, mais les choses commencent sûrement à bouger. Avant de commencer la deuxième ronde de questions, j'ai une autre personne qui voudrait poser une question. Madame Laurence, je vous donne la parole. Pardon, mon micro était fermé. Donc, vraiment, merci pour la belle présentation. C'est vraiment un projet qui est nécessaire et très intéressant aussi. Puis, dans le fond, c'est juste pour apporter un petit commentaire en étant comme sur le terrain avec des jeunes dans les écoles. C'est encourageant aussi de voir à quel point justement la lutte pour les droits des communautés LGBTQ+, prend de l'ampleur plus les générations avancent. Donc, c'est encourageant de voir que de part avec ça, il y a déjà des projets qui s'organisent. Puis, donc, vraiment, c'est une lignée de recherche qui est super, super importante. Merci. Merci beaucoup. Madame Ayoub, je vous donne la parole. Oui, je n'avais pas vraiment levé la main, mais puisque on me la donne. J'ai vu la main levée. Je me demande, depuis que l'on parle, la conversation a évolué, les échanges ont évolué, mais je comprends que votre action, votre projet a des implications et des retombées à la longue politique. Mais est-ce que vous connaissez des groupes ou vous-même s'il y a des actions directement politiques? Parce que, bon, dans nos pays, nous avons c'est agréable, on est protégé par tout. Il n'y a pas de discrimination vraiment au niveau des lois. Mais par exemple, je pense à certains pays où c'est complètement un projet comme le vôtre, cher ou pas, vous finiriez au bagne. Oui, absolument, mais je pense que c'est important. Effectivement, je pense qu'on doit vraiment reconnaître la chance qu'on a effectivement d'être dans un pays où c'est possible de faire ce type de recherche-là. Mais il y a des groupes aussi qui sont beaucoup plus militants en termes de défense des Voilà. droits, puis notamment, par exemple, il y a la QPSUN, qui est l'Association québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogues, qui, elle, regroupe des gens qui consomment des substances, peu importe leur orientation sexuelle. C'est vraiment une organisation très ouverte, mais qui milite beaucoup pour reconnaître le droit des personnes de consommer de substances et de le faire de façon sécuritaire, de le faire en ayant une préoccupation pour leur santé, qui milite aussi pour la décriminalisation de la possession de substances, qui sont quand même assez pressants dans le milieu.
Et il y a également des groupes de les groupes de la diversité sexuelle sont devenus moins militants, je dirais, qu'ils ne l'ont déjà été auparavant. Je pense qu'au niveau de la diversité sexuelle, c'est sûr qu'on a atteint des droits civiques pour lesquels on s'est battu depuis longtemps, qu'on parle du mariage, l'adoption, enfin, etc. Mais on le voit, donc on a quand même des indicateurs de santé qui ne sont pas nécessairement les meilleurs. Et je pense que peut-être qu'avoir des groupes plus militants serait, ou qu'il y ait un côté un peu plus militant à certains groupes serait intéressant. Il y a peut-être du côté des personnes trans où il y a encore de la militance plus politique. Je pense peut-être au groupe Aztec, le programme Aztec, qui est un programme de Cactus Montréal qui regroupe des personnes trans, ou l'association, l'ATQ, l'Association trans du Québec, pardon, où il y a une posture un peu plus militante. Sinon, je crois aussi qu'il y a peut-être des réseaux moins formels des jeunes qui sont davantage dans la militance et qui trouvent également, tout à l'heure on parlait des normalisations, mais il y a aussi certains groupes des jeunes queer qui trouvent que les mouvements ou les organisations LGBTQ+, sont devenues un peu trop bourgeoises ou un peu trop justement qu'on copie un peu trop le modèle hétérosexuel d'une famille avec un fin, etc. Et que donc on a un peu perdu cette différence-là. Donc c'est intéressant et je pense que c'est chouette de voir ces différents points de vue et cette voie-là. Et actuellement, je travaille pour un projet pour des jeunes en situation d'itinérance. Il y a des jeunes aussi qui se questionnent davantage, des jeunes qui peuvent se dire dans la mouvance queer, qui questionnent aussi davantage donc le travail des groupes de la diversité. Et je pense que c'est important effectivement d'entendre leur point de vue. Déjà, sans parler nécessairement des militants, je suis agréablement surpris de voir à quel point, par exemple, dans les cours à l'université, on voit les gens qui expriment, qui se disent non-binaires, qui se disent, ou qui sont en transition, ou qui se disent queer. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant et c'est enrichissant, en tout cas. Rafraîchissant aussi de voir ces nouveaux mouvements, en tout cas nouveaux pour moi, je suis un vieux militant des années 90, mais donc, ouais, donc je trouve que c'est intéressant qu'il y ait cette mouvance-là aussi. Merci. Merci, Georges. Tes réponses sont super intéressantes. On apprend beaucoup. Je vais donner la parole à Monsieur Lassonde. Oui, donc enfin, encore pour rebondir sur ce que vous venez de dire au niveau, par exemple, des positions d'affirmation et de normalisation, et que, bon, au niveau, par exemple, des organisations de diversité du genre, qu'il y a une certaine forme de, encore une fois, normalisation. Euh, Si on regarde un petit peu à l'inverse et qu'on regarde, par exemple, quand vous disiez les facteurs d'oppression, est-ce que vous avez noté dans vos recherches, par exemple, une certaine incidence ou une certaine influence de groupes réactionnaires, voire de groupes qui pourraient, par exemple, s'identifier à l'extrême droite? Est-ce que sur le terrain, vous avez noté que ce soit, par exemple, la montée d'agressions haineuses ou encore d'homophobie, de racisme? Je serais curieux de savoir si vous constatez ce genre d'événement ou si encore c'est très marginal et que ça n'a pas beaucoup d'impact. C'est une très bonne question. En fait, dans les recherches en particulier, je ne l'ai pas observé nécessairement. Je l'ai observé plus dans l'actualité. Je crois qu'on voit aussi des agressions. On a eu enfin, des agressions des personnes de la diversité qui ont été assez médiatisées. Je pense notamment des choses qui s'étaient passées, je crois, à Tadoussac ou dans d'autres, ou euh, je ne me rappelle plus la ville, mais on voit dans les médias qu'il y a de plus en plus effectivement de prises de position radicales, plutôt effectivement réactionnaires ou d'extrême droite.
je suis curieux de voir en fait actuellement dans un projet commun et dans lequel il a été impliqué. Et on s'est mis très actif sur les réseaux sociaux depuis peu. Et donc, j'ai une certaine crainte aussi de ce qui pourrait susciter aussi comme réaction justement, des groupes plus réactionnaires ou d'extrême droite, etc. Donc, c'est sûr que là, on le fait plus dans un but de recrutement, mais je me dis que peut-être qu'on va voir, tu sais, on a beaucoup parlé aussi de l'intimidation sur les réseaux sociaux, les messages haineux qui reçoivent certaines personnalités publiques sur les réseaux sociaux. On pense par exemple à Denis Turcotte ou à d'autres personnalités publiques ouvertement de la diversité. Donc oui, je pense qu'on est dans une période très polarisante aussi. Encore plus actuellement, je crois, suite à des mesures, on voit de plus en plus comment cette polarisation fait ressortir aussi des messages très réactionnaires, etc. Et donc, je crains, pardon, que ça aille en s'accentuant et que on puisse être éventuellement la cible de ce type de messages dans nos propres réseaux sociaux, des projets ou des chaires, etc. Donc, ouais. Mais c'est un bon point. Mais dans les recherches en tant que telles, je ne l'ai pas nécessairement observé, mais c'est sûr que c'est vraiment dans des milieux très, enfin, dans une bulle plutôt, quoi. Mais oui, je crains qu'on ne l'observe. Et il y a Merci. les fameux 68%. Non? Effectivement, oui, tout à fait, ouais. Mhm. J'ai une question par Madame Martine. Madame Martine, je vous laisse Ah, poser pardon. votre question. On m'écoute? On m'entend, je veux dire? Oui, Oui. oui. Ah, super, pardon. Bonsoir, je m'excuse, j'ai eu des problèmes de connexion au départ, donc je n'ai pas suivi le début de votre intervention. Donc, il y a des choses que je n'ai pas bien compris, votre position dans la recherche scientifique, c'est pour ça. Alors, je voudrais vous poser une question parce qu'il y a quelque chose là, qui m'a intéressée, qui vient d'être dit. Et je voudrais avoir donc votre... je ne vois pas bien la différence entre une association qui s'occupe donc des problèmes dont vous parlez et puis les réflexions d'ordre scientifique qu'on peut faire donc à l'université. Et il y a quelque chose, donc là, je n'ai pas bien compris. C'est pas grave parce que ce qui m'intéresse, c'est ce qui vient d'être dit sur la question des normes. Est-ce que le fait est le fait que les homosexuels veulent faire une copie, les hétérosexuels en étant mariés avec enfants, etc. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres modèles justement qui peuvent être mis en place, qui nous interrogeraient, nous autres, sur ce mode de fonctionnement? Et est-ce que justement la question des normes qui m'intéresse, moi, pourrait être non seulement remise en question, mais justement avoir une réflexion tout à fait puissante par cette différence qui maintenant est mis vraiment au devant de la scène et pourrait justement nous apporter quelque chose au niveau social. Mhm. Oui, ben oui, justement, je pense que c'est... Oh, pardon, allez-y. Non, Est-ce non, que... c'est tout. Ah, ok, d'accord. Oui, ben justement, je crois que c'est que certains groupes revendiquent, c'est justement le fait qu'il y a, par exemple, différentes configurations relationnelles qui pourraient être possibles et que même déjà avant qu'on parle de, par exemple, de reconnaissance du mariage de la reconnaissance des couples de même sexe, euh, parmi les personnes à la diversité, comme parmi des personnes qui ne sont pas à la diversité nécessairement, il y avait différentes façons de configuration relationnelle qui n'étaient pas nécessairement représentées par le mariage traditionnel entre deux personnes, ou même si on parle de différents types de familles, qu'on parle des familles monoparentales, homoparentales, etc. Je pense que c'est ce que justement ces groupes
essaye de revendiquer, c'est de rompre un peu avec ces schémas très traditionnels que la famille est définie de telle façon, mais également de rompre avec certains schémas associés au genre, à la binarité, par exemple. Donc, on parle par exemple des personnes non binaires qui refusent donc de s'identifier à un sexe ou à un autre, qui revendiquent plus aussi la fluidité dans le genre, dans l'expression du genre, qui mène parfois aussi à penser ou à repenser la façon dont on se met en relation avec quelqu'un. Donc, je pense que il y a actuellement, je pense que dans ces groupes-là, et même aussi dans la littérature, notamment si on parle de la littérature queer, un questionnement de ces modèles très traditionnels, que ce soit des couples, que ce soit des familles, ou que ce soit de l'expression même du genre, en fait. Donc, je pense que c'est intéressant et probablement que on va sans doute continuer ces débats-là dans ces mouvements Ouais. queer concernant ces Parce questions-là. qu'il y a toujours cette définition qu'on entend partout, que ce soit dans les informations, tout ça, comme quoi le bonheur, c'est la famille. Le bonheur, c'est pas forcément la famille. Donc, le bonheur pourrait avoir une autre définition que simplement un seul mot. Et là, ça pourrait le fait bousculer ou tout du moins offrir d'autres horizons, quoi. Absolument, oui, mais ne serait-ce que définir qu'est-ce qu'est la famille, ou redéfinir la famille, oui, absolument. Merci beaucoup, hein, merci. Merci, Georges. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent réagir. Sinon, je vais en profiter pour poser une dernière question. Il n'y a pas d'autres personnes? D'accord, alors je vais aller avec ma dernière question. Oui, en fait, je voulais demander, Georges, tu as nommé dans ta présentation également l'effort d'impliquer des pairs chercheurs dans la recherche, chose qui est encore, disons, c'est encore quelque chose de nouveau, malheureusement, dans le monde de la recherche. Donc, je voulais te demander si tu pouvais nous dire un peu plus sur quels sont les défis que tu vois dans l'intégration des pairs-chercheurs dans le processus de recherche. Notamment, tu as nommé la difficulté aussi d'embaucher un pair-chercheur pour un de tes projets. Donc, voilà ma question. Merci. Merci, Ida. Oui, en fait, je pense qu'il y a plusieurs façons de nommer les personnes qui ont une expérience de vie en lien avec le sujet de la recherche qui nous intéresse et qui peuvent s'impliquer à titre de chercheurs avec nous. Parfois, on les appelle chercheurs expérientiels, pairs chercheurs, pairs associés de recherche. Enfin, je pense qu'il y a différentes façons de les nommer. Et ce qui est important, c'est vraiment leur implication. Donc, c'est qu'ils s'impliquent à titre donc, des chercheurs dans les projets, mais qui puissent être aussi dans leur participation, soit vraiment assurés à toutes les étapes du processus. Donc vraiment, du moment où on commence à se questionner sur le projet de recherche, au moment où on commence aussi à s'interroger sur les aspects méthodologiques, etc., jusqu'à la diffusion de la recherche. C'est relativement simple, si on veut, inclure ou travailler avec un pair chercheur si on collabore avec un organisme du milieu et on dit on passe par l'organisme communautaire pour avoir accès à un pair chercheur. Mais ça, à mon avis, ça continue ça perpétue en fait les inégalités entre le milieu de la recherche et le milieu des pratiques, dans le sens où on doit encore passer par quelqu'un, un organisme ou autre, pour accéder à cette connaissance-là. Et cette connaissance, elle est très riche et très valable, en tout cas dans des projets comme ceux que je mène. Si je n'avais pas la connaissance des personnes qui ont une expérience de vie en lien avec la consommation, les projets ne seraient pas les mêmes. Ils ne pourraient pas nécessairement rejoindre les populations qu'on veut rejoindre, on ne pourrait pas adapter les interventions de façon aussi précise qu'est-ce qu'on fait maintenant. Et donc, je pense que leur savoir est nécessaire, mais c'est difficile
difficile parfois au niveau même des subventions de recherche. Donc, il y a certains programmes qui valorisent effectivement l'inclusion des pairs, d'autres qui ne le font pas encore. Et donc, déjà, prévoir par exemple un budget tout simplement pour... Habituellement, les co-chercheurs ne sont pas rémunérés parce que ça fait partie de leur travail. En revanche, quelqu'un qui est un pair chercheur, qui travaille à quelque part dans un organisme communautaire ou qui est ailleurs, doit être rémunéré pour jouer le rôle qu'il a joué dans la recherche. Donc, ça aussi, en termes des fonds, c'est un élément. Mais aussi, si on a les fonds, c'est comment reconnaître la contribution. Donc, sans passer nécessairement par un organisme communautaire, l'idéal serait que la personne soit à l'université avec nous, comme les étudiants au doctorat, comme les agents de recherche, etc. Mais actuellement, c'est sûr que c'est très rigide parce que ce sont des postes évidemment conventionnés et que donc, si la personne ne correspond pas au profil de ce qu'est un agent de recherche, par exemple, elle ne peut pas être embauchée à ce titre-là. Donc, il y a encore, je pense, beaucoup d'éléments, des changements sur lesquels il faut travailler avant de les intégrer correctement. Parce qu'à mon avis, comme je disais, si on continue de les intégrer un peu par la bande, mais ça perpétue aussi ces inégalités-là. Merci, Georges. Oui, justement, vu le thème aussi du cycle des séminaires et de la conférence d'aujourd'hui sur l'injustice épistémique, cette injustice va aussi se perpétrer vraiment en direction du sens qu'il y a cette difficulté à reconnaître les savoirs expérientiels au même titre qu'un savoir produit dans les universités. Donc, il y a sûrement plusieurs conjugaisons de cette injustice épistémique. Et merci encore pour tes efforts pour faire bouger les choses aussi dans ce sens, parce que c'est toute une façon de probablement faire des contrepoids à cette sorte de normativité qu'on vit parce qu'on est à l'intérieur des structures. On fait de la recherche à partir de l'université, donc veut ou veut pas, on peut être toujours comme attaqué ou accusé d'être agent de normativisation, mais en même temps, il y a probablement déjà une prise de conscience qu'on peut mettre de l'avant pour réduire et contrebalancer à cette injustice qui sont véhiculées par les structures. Merci beaucoup encore pour cette riche conférence d'aujourd'hui et je donne la parole à Madame Ayoub pour les mots de conclusion. Oui, avant de faire le mot de conclusion, Jorge, vous êtes surtout intéressé c'est lié dans votre projet la question des substances, la consommation, mais je veux dire, alors donc la question, non, je veux dire, il n'y a que, est-ce que vous, dans votre expérience, est-ce que la consommation des substances est augmentée du fait qu'on appartient à la communauté LGBT ou ça n'a pas d'importance? Est-ce que vous avez étudié cette liaison? Oui, absolument. En fait, il y a plus de consommation parmi les personnes de la diversité. Il y a environ 3 fois plus de consommation parmi les personnes de la diversité comparativement aux personnes hétérosexuelles. Et c'est des multiples raisons, que ce soit par exemple en raison du stress, de la stigmatisation et bien aussi des injustices vécues, qu'il y a aussi plus de difficultés de santé mentale, de consommation, etc. Donc oui, il y a beaucoup plus de consommation. Et pas nécessairement des consommations problématiques ou de dépendance, mais plus des consommations. Mais évidemment, plus de consommations, ça fait que proportionnellement, il y a aussi plus de personnes qui ont un problème de dépendance. Et lorsque les personnes souhaitent demander de l'aide dans les services en dépendance, elles tardent
parce qu'elles ont peur des préjugés, des stigmatisations, etc. Et parfois, ces craintes sont très fondées aussi parce que c'est documenté qu'il y a parfois les stigmatisations, la discrimination dans les services en dépendance. Et qui dit service en dépendance dit parfois aussi service à l'interne, en résidence. Donc, où parfois il peut y avoir de la violence aussi, des craintes de violence parce que les gens partagent, donc ils sont à l'interne, qu'ils dorment, qu'ils sont à la même place. Et évidemment aussi, parfois un manque d'adaptation pour des personnes qui sont trans, par exemple, dans des services résidentiels. Donc, ouais, c'est encore un sujet donc, à travailler. Voilà. Écoutez, alors, puisque j'en arrive à la conclusion, je vous remercie beaucoup pour cette belle conférence auquel nous ne sommes pas habitués à la chaire. Nous sommes heureux de vous avoir entendu élargir nos horizons et sortir de ce qu'on peut appeler notre sommeil dogmatique par rapport à toutes ces souffrances, ces douleurs où vous avez le courage d'intervenir, alors que nous sommes contents de jouer avec les idées et d'avoir bonne conscience seulement à cause de cela. Alors, pour participer, on m'a prié de dire, pour participer au projet de monsieur, du docteur Flores Aranda, il faut dire qu'une carte prépayée de $40 est offerte à tous les participants à titre de dédommagement pour leur temps. Un bonus de $15 est également prévu pour chaque personne référée qui accepte de participer à l'étude. Voilà qu'avait pour toi d'autres questions de méthodologie. Alors, est-ce que vous avez beaucoup de gens qui viennent, qui sont attirés par ces cartes prépayées? Les plus démunis, j'imagine. En fait, on ne le met pas de l'avant quand on contacte les gens. Nous, on ne peut pas le mettre de l'avant. Mais oui, les gens, nos partenaires, les groupes communautaires, eux, ils donnent comme information. Mais actuellement, on a commencé le recrutement. On a près de 30 participants. Puis, on a fait aussi des entrevues avec intervenants et gestionnaires qui travaillent dans des milieux où sont desservis ces populations-là. Et on a fait 22 entrevues avec gestionnaires et intervenants. Donc, on est à une cinquantaine d'entrevues en ce moment. On va encore continuer un certain temps. Et merci beaucoup à vous toutes et tous aussi de m'avoir accueilli. C'était vraiment très agréable. Ça a été très enrichissant et même ça nous a donné des leçons. Enfin, pour ma part, écoutez, alors je vous donne les prochains rendez-vous de la chaire qui sont plus confortables. Le colloque international L'héritage de Hegel, pour souligner le 250e anniversaire de sa mort, qui a été organisé par Kaveh Bovary et qui a une riche participation de Herr Professor allemand, spécialisé dans la pensée de Hegel, et d'autres plus modestement ici. Alors, ce colloque aura lieu le 27 et le 28 janvier, donc à la fin de cette semaine, de 9h à 12h50 par Zoom. La participation est tout à fait gratuite et je crois que si Ida veut mettre le chose là. Elle a déjà fait ça. Oui. Bon, alors c'est très bien. C'est une activité donc gratuite, etc. Ensuite, le 15 février, nous avons notre collègue Paul Dubouchel, à l'heure du télétravail, le leurre de la liberté. Toujours dans la série de ces choses du cinéma.
Bon, je conclurai maintenant en remerciant tout le monde et le comité et les chercheurs à la chaire, Omer, Cavé, Nilou, j'en oublie un, Hubert, mais Hubert n'est pas venu aujourd'hui. Voilà. On n'est pas venu. Ah oui. Et Ida, bien sûr, la vaillante qui a un double chapeau et qui travaille sans relâche à notre bien-être à nous et au bien-être du projet de Jorge. Alors, au revoir mes chers amis et à la prochaine. J'espère que vous viendrez aussi au colloque Hegel. Merci.